How long we got? 60 seconds. Bum love. Le rock'n'roll peut-il entrer au musée? A-t-il sa place dans cet univers de légitimation sociale et culturelle? C'est une des questions que pose Gaël Crène, qui a participé au dossier consacré à la patrimonialisation des musiques populaires et actuelles dans le numéro 22 de la revue Questions de communication. Pendant longtemps, les musiques populaires et actuelles ont été exclues du champ muséal et patrimonial ou intégrées de façon très marginale. Et ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est un processus de légitimation de ces formes d'expression dans notre société. Autour de cet enjeu se pose la question de la démocratisation culturelle. Les chercheurs, les sociologues se demandent dans quelle mesure l'entrée dans la sphère culturelle légitime, dans les musées, dans les archives, de ces objets de la culture populaire vont permettre un meilleur accès à de plus larges fractions de la population à la culture, voire attirer dans ces institutions culturelles de nouveaux publics plus larges, plus diversifiés. Donc cet enjeu culturel reste bien lié à la question de la démocratisation culturelle. Le deuxième enjeu, que j'appelle patrimonial, concerne l'analyse des formes, des processus par lesquels ces musiques actuelles sont patrimonialisées et quel sens les gens vont y trouver et quels sont les nouveaux régimes de circulation, de diffusion éventuels que l'on peut voir émerger. Alors, à cet enjeu est associée aussi une question que Philippe Le Gouern résume comme celle de la muséomomification. À savoir qu'on a pensé pendant longtemps que les musées et la musique populaire et actuelle, comme par exemple le rock'n'roll, étaient tout simplement antagonistes et que jamais le rock ne pourrait rentrer au musée. Ou s'il y rentrait, il y mourrait. C'est-à-dire qu'il y aurait une contradiction entre l'énergie rebelle, la contestation des normes inhérentes à la philosophie du rock'n'roll et les formes de patrimonialisation telles qu'on les trouve dans les musées, par exemple, qui, au contraire, vont consacrer la culture la plus légitime. Donc, comment le rock peut-il entrer au musée? Faut-il qu'il rentre au musée? Ne risque-t-il pas de mourir en rentrant au musée? Ce sont les questions qui sont en arrière-plan aussi de ce débat. Le troisième enjeu, que j'appelle muséographique, mais qui en fait déborde un peu le seul cas des musées, il concerne aussi les archives, mais c'est celui de la façon dont on peut montrer l'objet musical, dont on peut l'exposer ou le rendre sensible à des publics dans ces institutions patrimoniales. En effet, la musique n'est pas un objet matériel, c'est un objet immatériel, c'est même une durée. Et donc, pour la montrer, pour la rendre sensible, on doit passer par des artefacts, par les instruments. Mais on doit aussi essayer de montrer le fait qu'elle est une performance qui s'étend dans le temps. Donc, quels sont les défis scénographiques, expographique, donc d'écriture des expositions, par exemple, que cette nature de l'objet musical nous pose à nouveau avec les musiques populaires et actuelles. Enfin, il y a un deuxième aspect lié à cette question de la montrabilité, pourrait-on dire, de cet objet. C'est les nouvelles initiatives qui accompagnent la numérisation. Donc la dématérialisation croissante de cet objet et surtout le fait que de larges communautés d'amateurs ont pris en charge eux-mêmes des opérations de collecte, de constitution de bases de données et aussi de rediffusion vers les communautés de ces musiques populaires et actuelles. Il se trouve que le 13 mai prochain, le 13 mai 2013, doit ouvrir à Stockholm le tout nouveau musée ABBA, au centre de la ville dont est originaire donc ce fameux groupe suédois. Et ce nouveau musée va présenter une collection
qui, depuis 2 ans, en fait, a été présenté en différents lieux tout autour du monde. J'ai eu l'occasion de réaliser une étude de réception auprès des publics de cette exposition lorsqu'elle a été présentée à Sydney, en Australie. Donc là, ce qui était intéressant, c'était de comprendre comment les publics pouvaient percevoir cette exposition sur un groupe européen, mais avec effectivement une notoriété mondiale, et aussi comment ils percevaient les dispositifs assez innovants qui étaient présents dans l'exposition. Alors en effet, c'est une exposition qui a été montée par les producteurs originels du groupe ABBA, Polar Studio, à partir de la collection des artefacts qu'ils possédaient. Alors on peut non seulement y trouver des quiz, des studios photos où on peut se faire prendre en photo avec les membres de ABBA. D'ailleurs, on rentre aussi dans l'exposition avec une sorte d'avatar créé à partir de notre visage et celui d'un des membres du groupe pour avoir accès à des contenus multimédia par la suite. Mais surtout, on a la possibilité de chanter des chansons d'ABBA en karaoké dans des petits logements prévus pour cela, seuls ou avec d'autres. Et point d'orgue de l'exposition, on peut chanter des extraits des tubes d'ABBA sur scène, accompagnés de silhouettes holographiques des membres du groupe. Donc là, on peut révéler sa dancing queen intérieure, comme il nous est proposé, devant un parterre des autres visiteurs de l'exposition. Donc l'intérêt d'étudier cette exposition était déjà de tester la réception de ces dispositifs interactifs et immersifs très nouveaux et qui sont adaptés à l'objet, c'est-à-dire la musique populaire. On voit bien que ce sont des dispositifs qui sont assez inédits dans des musées. Monter sur scène pour chanter du ABBA, c'est pas forcément ce qu'on s'attend à trouver quand on vient visiter une exposition au musée. Alors, ce qui m'intéressait aussi, c'était de comprendre dans quelle mesure différentes catégories de public pouvaient être intéressées par ce type d'exposition et si elle était satisfaisante pour différents profils de visiteurs. J'ai donc procédé à des interviews en sortie de visite avec un panel de visiteurs. Et finalement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est tout d'abord la façon dont, à travers cette exposition, la musique d'ABBA est construite comme patrimoine. Et alors, dans quel sens j'entends ici patrimoine ? Tout d'abord, patrimoine, pour les visiteurs, ça renvoie à l'idée d'un classique. Donc là, alors qu'on est dans la musique populaire, disco, variété, qui, pour certaines personnes, justement, est le contraire d'un patrimoine, et bien pour les visiteurs, à l'issue de cette visite d'exposition, ABBA est un patrimoine, c'est un classique, il est issu d'une véritable inspiration, d'une authentique inspiration. Il est à l'égal de la musique reconnue par le temps et les visiteurs n'hésitent pas à faire des comparaisons avec Bach ou Mozart. Pour eux, la musique de ABBA vivra tout autant. Donc une inspiration authentique, une musique réellement sophistiquée et qui mérite donc une reconnaissance. En même temps, la musique d'ABBA est un patrimoine parce que c'est aussi une musique qui rassemble, une musique pour tous, une musique qui donc devient un bien commun, une musique que l'on peut partager. Et beaucoup de visiteurs reconnaissent que sa capacité à rendre heureux, vraiment be happy, est un des éléments de cette capacité à rassembler. Le musée a fait appel à un curateur qui était d'origine suédoise, donc qui a pu aussi présenter le contexte culturel suédois au public australien. Du coup, cette dimension suédoise de la place de ABBA dans l'histoire de la musique suédoise est bien perceptible par les visiteurs. Et ces visiteurs australiens, ils trouvent aussi l'occasion de se faire une image de la Suède et parfois une image un peu fantasmatique, un lieu un peu aussi de rêverie et d'évasion.
Mais le plus étonnant est la façon dont finalement les visiteurs vont construire ABBA comme groupe australien, vont véritablement l'intégrer au sein du bien commun national, et ABBA devient partie intégrante de ce patrimoine australien. Alors, comment se fait-il que ABBA devienne ainsi australien? Il y a d'abord donc le succès connu par la tournée de 1977 en Australie, mais il y a aussi toute une tradition qui s'est constituée autour de films australiens qui ont fait référence à ABBA. Donc, des films tels que Priscilla, Queen of the Desert, qui est basé sur une troupe reprenant les tubes de ABBA en cabaret, mais aussi le film australien Muriel's Wedding, qui parle d'une jeune Australienne, d'une station balnéaire un peu provinciale et qui évoque sa vie et ses difficultés. Et finalement, on voit que tout cet ensemble de films associe les marges culturelles, les marges musicales et l'Australie comme pays marginal de par sa situation géographique, et ont contribué à finalement définir une association entre le mode de vie australien et la musique d'ABBA. Et ainsi, les visiteurs sont extrêmement nombreux à réagir à une citation qu'on trouve écrite sur le mur à la fin d'exposition, qui est une expression d'un fan de ABBA trouvé sur un blog, et qui dit qu'il n'y a rien de plus australien que d'avoir une relation bizarre avec ABBA. Et très nombreux sont les visiteurs qui se reconnaissent dans cette citation. Contrairement à beaucoup de chercheurs qui, dans le domaine de la musique populaire, sont eux-mêmes des fans de leur objet, voire donc des ACA-fans, hein, cette nouvelle catégorie de fans venant du monde académique. Moi, je ne suis pas du tout une fan de ABBA, mais vraiment loin de là. Et ça n'évoquait pratiquement rien pour moi avant que je me penche sur cette exposition. D'ailleurs, je me suis demandé pendant un moment comment j'allais pouvoir interroger des visiteurs dont une grande partie étaient de grands fans de ABBA, ne partageant pas moi-même cette disposition. Ceci dit, après être montée sur scène pour révéler ma dancing queen intérieure en chantant du ABBA, ma position a un petit peu changé. Patrimonialiser les musiques populaires et actuelles. Dossier paru dans le numéro 22 de la revue Questions de communication. That adult